On va donc passer à la table ronde de l'après-midi concernant la place des femmes dans la tech. C'est un peu dans le même sujet en tout cas dans la veine de celui d'Agathe, avec différentes intervenantes, différents points de vue, différentes spécificités aussi de chacune. J'ai demandé à Marine qui faisait partie effectivement du collectif où, à ses débuts, Magali aussi était là sur le Discord au départ, de constituer cette table ronde pour essayer de... Alors, vous n'aurez certainement pas le temps de dire tout ce que vous savez et tout ce que vous avez envie de partager, mais au moins un petit peu de vous donner un aperçu aussi de toutes les dimensions d'inclusivité et de diversité qu'on a dans nos métiers et comment on peut faire mieux, en gros. Voilà. Eh ben, merci Hélène pour l'intro. Donc, bonjour, je suis Marine, effectivement. Je vais animer cette table ronde qui s'appelle Femmes dans la tech, donc femmes au pluriel. On va commencer par vous dire tout de suite que la femme n'existe pas. Hein. Il y a des femmes, des vécus. On est toutes uniques, on a toutes nos propres challenges dans la vie. Et je pense que le panel va vous le démontrer avec brio, parce qu'on a toutes des choses différentes dans nos vies, même si on a un point commun, on est toutes des femmes. Ça ne suffit pas forcément à avoir une expérience universelle. Et donc, pour ça, je vais commencer par vous parler de la notion d'intersectionnalité, que probablement vous avez déjà entendue dans l'actualité ou dans la presse. C'est une notion sociologique qui a été donc théorisée par Kimberlé Crenshaw en 1989, donc ce n'est pas quelque chose de nouveau. Mais ça permet d'expliquer des situations complexes, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe quand on a plusieurs oppressions qui se conjuguent ? Eh ben, ce qui se passe, c'est que du coup, elle crée une nouvelle forme spécifique d'oppression. Si je vous donne juste un exemple, c'est que le fait d'être une femme, on subit le sexisme. Le fait d'être noire, on subit le racisme. Et donc, les femmes noires subissent quelque chose de spécifique qui ne s'applique qu'à elles et qu'on appellera par exemple la misogynoire. Donc, c'est juste pour vous donner un petit peu l'explication globale de ce qu'on essaye de démontrer ici. C'est que oui, on est toutes des femmes, on a un vécu similaire, mais c'est pas la même chose selon qui on est, notre identité. Et donc, c'est des réalités complexes à appréhender. Donc, on va essayer de parler de tout ça. Donc, je vais vous présenter vos intervenantes pour aujourd'hui. Donc, Emmanuelle Aboaf, qui est développeuse, elle est spécialisée dans l'accessibilité et elle est très bien placée pour en parler parce qu'elle se revendique sourde et bionique. Donc, elle est équipée de 2 implants cochléaires. J'essaye de ne pas me tromper. Et donc, vous pourrez voir que malheureusement, on n'a pas pu avoir de codeuse disponible pour aujourd'hui. Donc, elle suit avec son téléphone. Et c'est pour ça qu'on est orienté vers elle pour qu'elle puisse aussi lire sur nos lèvres. Donc, peut-être qu'on devra répéter des choses si elle n'arrive pas à suivre. Vous savez tout. Gaëlle Koubila, qui est la plus jeune d'entre nous. Elle est étudiante. Elle est en BUT informatique. Et eh bien, c'est une femme noire, c'est une femme trans, c'est une femme neuroatypique et c'est une militante par la force des choses, parce que pour exister, elle n'a pas vraiment le choix. Ensuite, à ma gauche, vous avez Magali Milberg, qui est créatrice web et formatrice. Elle est issue d'une reconversion, elle vient du social, donc parcours très intéressant aussi, et c'est une activiste féministe enragée, comme nous toutes. Et à côté de Magali, on a Marcie Charolois, qui est Inclusion Advocate. Elle est aussi créatrice de contenu, donc content strategist, exactement. C'est une militante féministe et c'est une militante aussi pour la diversité, ce qui n'est pas forcément toujours la même chose. Et je pense que vous avez peut-être déjà vu son nom, c'est aussi une conférencière aguerrie dans le milieu de la tech. Et pour terminer, donc je suis Marine Gandhi, je suis originellement développeuse PHP, plutôt DevRel en ce moment. Et moi, du coup, je suis aussi une féministe énervée. Mais en général, je reste calme pour continuer d'être invitée. Mais aujourd'hui, on m'a dit tu peux sortir les fourches. Alors voilà, on a enlevé les gants. Voilà, donc si vous êtes modéré, ce n'est peut-être pas le panel pour vous. Donc j'ai invité toutes ces femmes parce que c'est des personnes que je connais, que je suis depuis un moment et qui m'inspirent. En fait, vous avez des rôles modèles pour moi ici. Et donc je voudrais qu'on commence en discutant de cette notion de rôle modèle. Donc je vais donner la parole à Marcie pour commencer.
Et si tu peux, toi, nous dire, pour toi, qu'est-ce que c'est une rôle modèle et qu'est-ce que ça veut dire dans ton parcours? Qu'est-ce que ça a eu comme impact dans ta vie d'avoir un rôle modèle? Carrément. Alors pour moi, la définition d'un rôle modèle, c'est quelqu'un qu'on peut choisir comme exemple, comme source d'inspiration et aussi comme source de réconfort quand parfois ça ne va pas et qu'on n'arrive pas à atteindre nos buts et la façon dont on a envie de surpasser certaines situations. Personnellement, je sais que j'ai trouvé beaucoup d'inspiration auprès de femmes de la tech qui sont issues de la diversité et notamment toutes les femmes qui ont beaucoup œuvré au moment de la ségrégation aux États-Unis, qui sont les femmes de l'ombre. Moi, c'est quelque chose qui m'a énormément parlé et je me suis dit, c'est fou en fait, parce qu'il y a toute une partie de l'histoire de la tech qu'on a consciemment, parfois inconsciemment aussi, effacée. Et en m'intéressant à ces femmes-là, je me suis réapproprié aussi une partie de mon histoire parce que je suis afrodescendante et j'ai une partie de ma famille qui a donc été envoyée aux États-Unis dans les champs de coton. Et donc voilà, donc c'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé à ce moment-là et qui me donne aussi la force quand je vais en conférence et j'adore en parler et j'adore me retrouver près de ces femmes quelque part dans mon histoire commune. Et donc ouais, un rôle modèle, je pense qu'en fait on a tous la liberté et toute la liberté de choisir qui nous ressemble le plus et qui aussi peut nous aider à nous dépasser parfois dans nos préconceptions féministes et féminines. Merci. Est-ce que du coup, Emmanuel, tu veux rebondir? Est-ce que toi, tu as eu des rôles modèles dans ta carrière qui t'ont inspiré? Il me manque du fil. C'est moi qui suis auto-sabotage. Alors le sans-fil, sachez que c'est une technologie éprouvée. J'ai débuté il y a 10 ans. Non, j'en avais pas des rôles modèles. Moi, tout ce que je savais, je voulais faire l'informatique, je voulais être développeuse. Et je ne connaissais rien à l'histoire de l'informatique. Toutes ces femmes dont on parle aujourd'hui, quand j'ai débuté, je ne connaissais pas toutes ces femmes. Et on me disait, pendant toutes mes études, on m'a toujours dit, oui, maintenant tu ne deviendras pas ingénieur, tu ne peux pas être développeuse, tu es sourde, tu ne peux pas faire de grandes études. Donc, pendant des années, on m'a rassasié ça. Et les remodèles j'avais, c'était ma génération au-dessus qui faisait des grandes études en tant qu'étudiants sourds. Et tu disais, mais oui, moi je suis devenue ingénieure en agroalimentaire, je suis devenue juriste, je suis devenue avocat. Pourquoi pas moi aussi? Donc, j'ai été focalisée sur le fait, oui, je peux devenir développeuse. Et à ce moment-là, c'était un peu compliqué. Enfin, il fallait beaucoup travailler pour y arriver. Et une fois avoir mon diplôme, j'ai eu cette fierté. Et c'est vrai, aujourd'hui, 10 ans plus tard, je vois une nouvelle génération qui arrive et qui va faire de l'informatique. Et parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de débouchés dans l'informatique, il y a plus d'opportunités, il y a plus de nouvelles technologies, il y a plus de possibilités. Et c'est à mon tour pour moi de servir d'exemple aux futurs développeurs ou développeuses sourds de devenir développeurs ou administrateurs de bases de données, enfin tous ils veulent, soit l'informatique. Et les études, ce n'est pas insurmontable. Oui, ça peut être compliqué, mais on peut y arriver. Et aujourd'hui, on est nombreux, heureusement, sur les réseaux sociaux, via des programmes, pour se revendiquer. Et oui, on peut, en tant que personne handicapée, mais aussi en tant que femme, parce qu'on a cette double identité. Avant d'être une femme, j'étais toujours interloquée personne sourde. Je dis, voici Emmanuelle, elle est sourde. Donc, c'est vrai, et pendant 10 ans, c'était, voilà, oui, elle est développeuse, mais elle est sourde. Comment faire avec elle? C'était pas... Donc, oui, je suis une femme et je suis sourde et je suis fière de l'être et je montre qu'on est capable de faire ce métier. En fait, c'est vachement intéressant parce que ce que tu dis, c'est que le simple fait d'exister fait de toi un rôle modèle, en fait. Et du coup, est-ce que tu veux intervenir, Gaëlle, sur cette histoire de rôle modèle et aussi de simplement le devenir par ta simple existence? Alors,
Est-ce que vous m'entendez? Alors déjà, ce qu'a raconté Emmanuel, c'est quelque chose, c'est une expérience dans laquelle je me reconnais beaucoup, pour la simple et bonne raison que, étant neuroatypique, je suis autiste. C'est aussi une histoire que j'ai pas mal vécu, je dirais ça comme ça. En gros, vous savez, j'ai 21 ans. Quand je suis né, on était au début des années 2000. On ne savait pas du tout les choses qu'on savait aujourd'hui sur l'autisme. Et donc, sachant que j'ai été diagnostiqué très tôt, on m'a globalement dit « Ah, votre enfant, il ne fera rien de sa vie. Il sera enfermé dans une institution toute sa vie. » Et donc, concrètement, vous imaginez bien que si on dit ça à mes parents dès que je commence à exister, ils ne se diront jamais que je pourrais peut-être faire quelque chose, ne serait-ce que de l'informatique. Voilà. Et bon, au final, les choses sont passées et le fait, c'est que j'ai commencé petit à petit à grandir à ma façon. Bon, ça a peut-être été un peu laborieux, mais au final, de la même façon, au départ, je n'avais pas tellement de modèles. Puis, il y a eu une chose qui s'est passée, c'est qu'en grandissant, je commence à arriver vers le début de l'adolescence. J'ai une passion un peu grandissante pour les jeux vidéo. Je ne sais pas si vous connaissez Super Mario 64. J'ai joué depuis que j'ai été très jeune et c'est clairement mon jeu vidéo préféré. Je ne vais pas vous mentir, ça a été une source d'inspiration pour moi. Parce que je voyais comment les développeurs avaient créé un univers qui était à la fois immersif, mais qui aussi, on a envie d'y retourner, on a envie de faire de nouvelles choses. Super Mario 64, c'est un jeu vidéo qui est un peu en monde ouvert, c'est-à-dire qu'on arrive dans un niveau, et dans ce niveau-là, il y a plusieurs objectifs. Donc ça signifie qu'on revient plusieurs fois, mais pour faire des choses différentes. Mais après ça, même si on a terminé les niveaux, on a quand même envie de se balader, de faire des choses, parce que ce sont des mondes qui sont grands et ça nous donne envie de découvrir. Et moi, c'est vraiment ce sentiment-là qui m'a donné envie de dire, moi aussi j'ai envie de faire quelque chose comme ça. Moi aussi j'ai envie de créer un monde immersif en fait. Ça a été mon imagination qui a germé. Et donc quand j'ai appris dans les années, on était vers 2012-2013, donc j'étais encore très jeune, je devais avoir 12-13 ans, qu'il y avait des gens qui bidouillaient ce jeu, entre guillemets, pour créer leur propre monde, j'étais là, je me disais, mais c'est génial, je vais faire la même chose. Et j'ai commencé à y toucher. Et j'ai commencé à admirer aussi ceux qui faisaient le même genre de choses. Et donc, ça a été des inspirations pour moi. Et pour le coup, c'est un peu une manière d'en rentrer atypique dedans, mais pour moi, ça a été des rôles modèles. Parce que, en ce sens-là, j'ai commencé à avoir envie de faire d'être créatif, d'inventer mon propre monde. J'ai commencé à faire la même chose. Et petit à petit, à force de voir ce qui se passe dans le jeu, de bidouiller, d'imaginer des choses à partir de ce qui existait déjà de base, j'ai commencé à forcément m'intéresser au code, à la programmation, à ce genre de choses. Et c'est comme ça que j'ai petit à petit glissé dans l'informatique. Oui, c'est vrai que c'est atypique comme arrivée, mais c'est super intéressant de voir qu'un rôle modèle n'est pas forcément une personne. Ça peut être un univers, quelque chose qui nous inspire. Du coup, ça m'interroge, Magali, parce que toi, tu es issue d'une reconversion, donc particulièrement pour toi, les rôles modèles, ça a dû être décisif pour choisir de changer d'orientation ? C'est assez particulier, parce que moi, en fait, c'est une reconversion, mais c'est plutôt... je suis allée vers mon objectif de base, puisque, en fait, quand j'étais au lycée, je voulais faire du code. C'était ce que je voulais faire. Et on m'a répondu qu'il n'y avait pas d'avenir dans l'Internet et que de toute façon, c'était une voie pour des mecs et pas pour les filles. Donc, je suis partie faire une fac d'anglais parce qu'ils trouvaient que ça avait plus d'avenir. Donc ensuite, je suis allée dans le social. Et quand j'ai décidé de faire une reconversion, j'ai découvert qu'il y avait les formations en accéléré, les bootcamps. Et je me suis dit, super, parce que je ne pouvais pas reprendre une fac de zéro ou quoi. Mais par contre, un bootcamp, ça m'allait carrément. Et moi, en fait, mes rôles modèles, je suis assez proche de Gaëlle, dans le sens où ce n'étaient pas des vraies personnes. Quand j'étais adolescente, c'était plutôt des personnages de fiction. Et typiquement, je regardais une série pour ados qui était australienne, je crois, où il y avait un groupe d'adolescents qui testaient des jeux vidéo. Et dedans, il y en avait une, c'était particulièrement, elle était hackeuse en même temps.
Et genre, ça m'avait complètement fascinée. Alors que je jouais même pas tellement aux jeux vidéo moi-même, donc c'était un peu bizarre, mais en tout cas, ça m'avait fascinée. Et après, dans d'autres séries, c'était souvent... Parce que dans la fiction, c'est souvent des femmes qui font le rôle de hacker. En tout cas, dans les années 90-2000, quand je regardais, il y avait Willow dans Buffy, il y avait tout ça. Et moi, je trouvais ça trop cool, et c'est pour ça que je voulais faire de l'informatique particulièrement. Jusqu'à ce qu'on me dise non, visiblement dans la réalité c'est pour les mecs. Donc voilà. Par contre, c'est vrai que quand j'ai fait ma reconversion, l'une des premières choses que j'ai fait, c'est que j'ai commandé un livre sur l'histoire de l'informatique. Parce que je suis un peu comme ça, j'aime bien savoir un peu au niveau histoire, sociologie, tout ce qui entoure, quoi. Et j'ai lu un livre qui s'appelait Coders par un auteur dont je me souviens plus le nom. Et il revenait là-dessus et il avait genre 3-4 chapitres sur le fait que c'était les femmes en fait qui avaient désolé, plus ou moins créer l'industrie, quoi. Et donc, du coup, je sais pas pourquoi je viens de dire désolé. Voilà. C'est parce que j'ai eu peur d'un coup, je me suis dit, voilà, on va me sauter dessus. Et donc, du coup, j'ai eu un côté, bah voilà, donc je suis là où il faut, quoi. Donc, ça a été un retardement, en fait. Ouais, c'est vachement intéressant, ça fait écho, parce que moi aussi, j'ai fait une fac d'anglais avant de me réorienter dans le web, donc... Je vois ce que tu veux dire. Moi, on m'a dit que c'était qu'il fallait des maths. Tu vois. C'est marrant, ça m'a jamais servi pour le PHP, mais bon. Mais ça m'interroge cette notion de rôle modèle, parce que c'est vrai que souvent, donc, tu parles des origines de l'informatique et on nous renvoie souvent à ça en disant « Ah mais oui, mais de toute façon, il y avait Ada Lovelace et Marie Curie. » Et moi, à chaque fois, je me sens pas concernée. Parce que, excusez-moi, je ne me projette pas trop dans le rôle de la seule femme, ou la seule personne d'ailleurs, qui a 2 prix Nobel dans 2 disciplines différentes. C'est difficile pour moi de me projeter. Ou alors, Ada Lovelace, c'est sympa, mais c'est pas hyper récent, quoi. Vous auriez pas Steve Jobs au féminin ? Et du coup, c'est vrai que les rôles modèles, ça peut être aussi juste des personnes de tous les jours. Et la preuve, vous êtes mes rôles modèles, vous êtes là. Mais ça... Steve Jobs, c'était un connard. Alors, beaucoup de grands noms sont des personnes peu recommandables, même dans l'open source, mais c'est un autre débat. On va éviter de se faire péter la gueule à la sortie, s'il vous plaît. J'ai un train à choper après, tiens, voilà. Mais oui, clairement... souvent, soit c'est des modèles inatteignables, soit c'est des personnes très loin dans le temps et on ne se reconnaît pas. Donc, ma question maintenant, je pense, ce serait, Marcy, toi qui es très active là-dessus, comment est-ce que nous, on peut être des rôles modèles pour les générations actuelles ? Oh, la question. Ouais, alors, pardon. On a que 50 minutes, on peut pas résumer notre vie entière déjà, donc... mettez le minuteur, ça va être long. Non, je rigole. Non, en vrai, c'est une super bonne question et je pense qu'il y a différentes manières d'y répondre forcément, mais en tout cas, je vais répondre vraiment que de mon point de vue. Je m'applique à moi-même une espèce d'éthique dans la façon dont je vais guider les générations plus jeunes. C'est-à-dire que je m'intéresse aussi à ce qui les touche. C'est-à-dire que je ne suis pas dans un mépris générationnel en me disant « Oh non, mais vous êtes jeune, oh, vous êtes bête ». C'est un truc qui arrive assez facilement quand on vieillit, ça. On devient de plus en plus réac, plus on s'enrichit, voilà. Et donc moi, exactement, tout à fait. C'est exactement le nom de cette discrimination. Et donc je ne fais pas de l'agisme et je m'intéresse à des choses qui parfois m'échappent avec les générations plus jeunes. Je ne veux pas faire genre je comprends tout, c'est pas vrai. Il y a des luttes, même si je pourrais paraître un peu plus avancée que la norme, que je ne comprends pas, et c'est pas grave. Et je pense que c'est aussi ça qui fait qu'on devient un bon rôle modèle au quotidien, c'est qu'on s'interroge sur ce qu'on ne comprend pas, et on y va avec beaucoup de curiosité et énormément d'empathie. Donc voilà, pour ma partie en termes d'éthique personnelle, si je peux dire ça comme ça. Et autrement, il y a un minimum aussi, c'est d'incarner ce qu'on dit. C'est toujours mieux. En tout cas, personnellement, c'est ce que je fais quand je vais en conférence et que j'explique quels sont les problèmes d'inclusion des femmes dans la tech, qu'est-ce qui les touche, quelles sont leurs problématiques qui sont à la fois féminines, féministes, et en termes de génération, parce qu'on n'est pas touché du tout de la même manière. Et tu parlais de Kimberlé Crenshaw, qui est juste génial sur cette question-là d'intersection, et aussi prendre du coup en compte qu'est-ce que c'est que d'être une femme qui n'est pas soi-même. C'est une véritable problématique. Typiquement, moi-même qui suis afro-descendante, je ne vais pas m'assimiler aux luttes noires parce que je n'ai pas les biais racistes
j'ai pas de la peau noire, j'ai pas de cheveux crépus, je veux pas vivre ces trucs-là, je peux pas vivre ces intersections-là. Donc je peux pas me permettre de parler au nom de ces gens. Je peux soutenir leurs paroles éventuellement, oui, ça c'est sûr. Mais voilà, donc en fait, il faut incarner ce qu'on fait et avoir assez de respect et d'empathie aussi dans la façon d'être un rôle modèle. Ouais, j'aime beaucoup cette notion d'empathie qu'on préfère en général à la bienveillance, parce que la bienveillance, c'est un peu comme la charité ou des choses comme ça. C'est vraiment une posture je suis supérieur à toi, mais je daigne accepter ton existence. Alors que l'empathie, c'est j'essaye de me mettre à ta place. Et je pense que c'est important de faire le distinguo. Est-ce que du coup, en rebondissant un peu là-dessus, vous trouvez que c'est important l'empathie dans le milieu professionnel? Qu'est-ce que ça change finalement? Parce qu'on vient travailler, mais est-ce que ça a vraiment sa place au travail, ce genre de questions? Je ne sais pas qui est inspiré par le sujet. Tu veux? C'est vrai, dans mon quotidien, ma surdité a vraiment un impact avec les collègues, parce que c'est un impact sur la communication avec les collègues. Et c'est vrai, j'essaie de sensibiliser mes équipes en disant, comment il faut se comporter avec moi. Oui, je lis sur les lèvres, mais lire toutes les journées sur les lèvres, c'est épuisant. Donc, il faut faire attention, ne pas parler trop vite, ne pas mettre sa main devant la bouche, etc. Tous ces règles-là. Et c'est vrai, ils ont tendance à l'oublier vite parce que j'entends bien et je parle bien. Et inconsciemment, ils se remettent à reprendre leurs mauvaises habitudes. Donc, oui, il faut éduquer avec bienveillance les équipes tout en leur rappelant on existe, parce que c'est vrai, on est quand même 12 millions de personnes handicapées en France, et le handicap n'a pas beaucoup. N'a pas beaucoup de sa place dans les entreprises. On a beau en parler, mais c'est pas quelque chose qui est vraiment ancré dans les mœurs, où il y a beaucoup de remise en question, il y a beaucoup d'hésitation, beaucoup d'ignorance. Et on dit, mais une personne handicapée dans mon équipe, non, j'en veux pas, elle va tout compliquer. Alors il y a des aménagements de postes qui existent, il y a des technologies qui existent. Donc, j'imagine qu'on est un homme handicapé, bon, ça passe, il y a des aménagements à faire, on est route, mais en plus, en tant que femme, cette double identité, il faut prouver, on est capable, on doit faire deux fois plus d'efforts pour montrer, oui, on a notre place. Donc, l'empathie a vraiment sa place, mais des fois, c'est pas évident de garder son calme. Ça, c'est sûr. Et encore, du coup, toi, c'est intéressant parce que c'est vrai que tu as un handicap qui est visible, qui est évident. Mais c'est vrai que pour certaines maladies chroniques ou des handicaps invisibles, en plus, il faut prouver qu'on a un handicap pour être reconnu. Et là, je pense que la question de l'empathie, elle est centrale. Je ne sais pas, Magali, si tu veux rebondir sur cette question-là. Oui. C'est vrai que, bon, handicap visible ou invisible, ce n'est pas la question de l'impact que ça a sur la personne. Ça, c'est... Enfin, voilà. Par contre, sur comment on est traité, il y a le même validisme, donc les mêmes biais, sauf qu'en plus, quand c'est invisible, alors déjà, quand c'est visible, on a tendance à oublier. La preuve, les gens font plus l'effort au bout d'un moment pour les personnes sourdes et tout ça. Mais alors, quand c'est invisible, c'est genre toutes les 3 minutes, il faut rappeler, quoi. Enfin, genre, faudrait avoir un post-it sur la tête en disant, voilà, je suis malade chronique. Bonjour. Il y a des choses que je peux pas faire, voici la liste. Enfin, il y a des choses où il faut... Enfin, et c'est épuisant d'éduquer tout le temps. Et en plus, en tant que femme, on part déjà d'une position basse, c'est-à-dire qu'on est déjà en désavantage, entre guillemets. Et en plus, on rajoute le handicap ou on rajoute n'importe quelle autre intersection, en fait. Hein, ça marche sur toutes les intersections. Et du coup, il faut constamment rappeler qu'on est là, rappeler qu'on existe. Déjà, en tant que femme, il faut le faire. Enfin, femme, c'est quelque chose... Enfin, on est 51% de la population. En théorie, on sait qu'on existe. Mais dans la tech, en tant que femme, on est obligé de tout le temps rappeler qu'on existe, qu'on existe, qu'on existe. C'est déjà une charge mentale énorme. Et après, on va rajouter chacune intersection. Donc, voilà, je suis malade chronique, je suis handicapée invisible, j'existe.
Je suis sourde, j'existe. Je suis racisée, j'existe. Je suis neuroatypique, j'existe. Enfin, et c'est terrible parce que ça prend une énergie très très forte, qui a un impact très fort en fait. Du coup, je dévie complètement du sujet, mais qui a un impact très fort sur notre carrière aussi. Parce qu'en fait, toute cette énergie qu'on met là-dedans, et ça, je trouve que c'est super important de le dire, parce que souvent, on nous demande pourquoi il n'y a pas autant de femmes qui font des conférences, pourquoi on a fait un CFP, on ne comprend pas, on n'a pas de femmes qui a postulé. Bah ouais, mais en fait, on est déjà super occupé par plein d'autres trucs, en fait. Parce que déjà, on doit revendiquer notre droit à exister dans notre milieu professionnel. On doit prouver tout le temps qu'on est meilleur que les hommes, parce qu'autrement, on nous considère comme étant nuls. Et en plus, on doit aussi revendiquer toutes nos autres intersections. Très souvent, on doit s'occuper de chez nous, des enfants et tout ça, parce que la répartition des tâches ménagères, on sait bien ce que c'est. Hein. On a les statistiques, voilà. Donc, quand est-ce qu'on le trouve, ce temps d'aller en conférence, de prendre de la place, d'être visible et de s'approprier cette industrie qui nous appartient aussi. Donc voilà, je parle plus juste de rôle modèle. Non, mais c'est pas grave, c'est le sens de la discussion. C'est vrai que c'est hyper important, toute l'énergie qu'on passe à justifier qu'on a le droit d'être là et qu'on est légitime, ce qui souvent, désolé, mais n'est pas exigé des hommes moyens, pour ne pas dire médiocres. Parce que ce qui est intéressant quand on est une femme, c'est qu'on représente toutes les femmes. J'avais une femme dans mes équipes un jour, elle était mauvaise, donc les femmes sont mauvaises. Ah bah si on faisait pareil avec les hommes, ça irait vite. Hein. Et donc c'est vrai que quand on est visible sur un groupe sous-représenté, comme pas forcément juste le fait d'être femme, mais par exemple voilà, le fait d'avoir une couleur de peau différente, et on représente son groupe malgré soi. Donc c'est vrai que c'est épuisant. Il faut toujours prouver qu'on a le droit d'être là. Et pendant ce temps-là, on creuse pas en fait nos compétences. Et effectivement, on a vu encore très récemment des gens pleurer que sur son podcast, c'est difficile, les femmes ne viennent pas. Et oui, mais en même temps, les femmes, malheureusement, elles sont déjà surchargées. Et surtout, les femmes en ont marre d'être des tokens. Donc, je ne sais pas si vous connaissez cette notion de tokenisme. C'est en gros le cache-misère. Mais oui, les femmes dans la tech, bien sûr, on en a une dans notre équipe. Regardez, on l'a mise en photo sur notre site. Et donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose, je pense, qui nous est toutes plus ou moins arrivé. Alors, je sais pas, toi, Gaëlle, vu que tu es encore étudiante, mais c'est vrai que dans le monde professionnel, souvent, on nous dit « Ah ah, une femme, on va vite la mettre en avant ». Et même si c'est pas pour les bonnes raisons, au moins, nous, ça nous fait de la bonne pub, quoi. Donc, voilà. Est-ce que toi, ça te parle, le tokenisme ? C'est quelque chose que tu vis à l'école, parce que ça te demande beaucoup d'énergie déjà de faire tes études, comme tu disais, avec ton parcours particulier. C'est vrai qu'effectivement, les études, c'est pas forcément facile. Enfin, ça se voit peut-être pas, mais c'est au quotidien, forcément, avec vu du parcours que j'ai eu, c'est on tient le coup en fait. Sérieusement, on tient le coup tant bien que mal. Mais pour le coup, par rapport au sujet du tokenisme, c'est vrai que je suis en deuxième année de BUT informatique. On est une centaine d'étudiants. Il y a 6 femmes, je crois. Aucun commentaire. Ouais. Voilà, et 6 femmes. Et donc, parmi ces 6 femmes, je suis la seule parmi 2 qui est noire. Non, ben voilà, je pense que tout est dit, donc effectivement, ça doit pas être facile tous les jours. C'est pas facile, non seulement parce que déjà il y a ce sentiment personnel de pas être à sa place. Des fois, je me dis, quand je fais entendu par tout le monde, mais ils comprennent pas ce que je vis en fait. Non seulement ils comprennent pas ce que je vis, mais on est tellement différents les uns des autres. Enfin, il y a aussi un facteur que je n'ai pas encore précisé, c'est que certes, j'ai 21 ans, mais je suis en deuxième année de BUT informatique. Je suis avec des gens qui sont plus jeunes de 3 voire 4 ans plus que moi, dans certains cas, puisque je suis issu d'un parcours avec réorientation, etc. Ça fait qu'il y a quand même une sacrée différence entre moi et les autres, qui fait que, en fait, il y a ce syndrome de l'imposteur. Je me dis, j'ai pas ma place ici. Non seulement il y a ça, mais il y a aussi le fait que forcément de la part, que ce soit des autres étudiants, mais aussi parfois des professeurs, même si avec les professeurs, en vrai, j'ai quand même le sentiment que ça s'améliore. C'est vrai qu'on a tendance à douter de mes capacités.
je me rappelle très bien du projet de fin d'année que j'avais l'an dernier. C'était en gros la constitution d'un calculateur d'itinéraire. Et en gros, ce que j'avais fait, j'ai fait une grande partie du travail. Et c'était en gros, à partir d'une base de données, plus ou moins, j'avais créé une application qui permettait de... c'est une application sur son console, quoi. C'est pas phénoménal. Mais donc, à partir d'une entrée et d'une sortie, il me donnait les stations par lesquelles je devais passer, combien de temps ça prenait. Dites-vous que ça, il y avait quasiment personne qui pensait que j'étais capable de le faire. Au final, moi, avec mon groupe, on a eu une très bonne note, mais tout ça pour dire que je sais que c'est un projet dans lequel beaucoup de gens dans ma promo a galéré, parce que c'était galère, effectivement. Mais c'était galère, effectivement, surtout pour les premières années, mais je me rends compte un peu des réactions quand j'ai dit que je suis content d'y réussir. Ils m'ont dit comment ça tu as réussi? Toi, là, Gaëlle, la meuf noire de la promo, tu as réussi à faire ce truc. Et en plus, tu as eu 16 ennemis. Je comprends pas. Ouais, c'est quand même décourageant, quoi, parce que même les succès, on peut pas les savourer. Il faut encore justifier que, oui, le code, il est pas sorti nulle part. C'est vraiment moi qui l'ai écrit, avec ma petite tête de femme, mon petit cerveau, pas comme vous, les hommes. Donc, c'est super frustrant, parce que heureusement qu'il y a d'autres femmes pour nous tirer vers le haut, hein, franchement. Messieurs, si vous entendez et que vous vous sentez concerné, ça peut être sympa de tirer vers le haut vos collègues de temps en temps pour compenser toutes les habitudes néfastes du quotidien. Tu as parlé du syndrome de l'imposteur. Vas-y. Je tiens juste à préciser que dans mon groupe, j'étais avec une autre femme, donc ça faisait déjà 2 sur... Oh là. Elles s'y mettent à plusieurs. Comment vous voulez qu'on s'en sorte? Mais tout ça pour dire que ça m'a beaucoup aidé en termes de soutien moral par rapport aux autres de la promo, disons ça comme ça. C'est vrai qu'on essaye de faire front, ouais. Mais du coup, ça m'interroge parce que tu as parlé du syndrome de l'imposteur et j'ai très très envie qu'on dézingue ce sujet. C'est un petit peu mon sujet phare. Marcy, est-ce que tu veux nous expliquer pourquoi les femmes n'ont pas le syndrome de l'imposteur plus que les hommes? Tout simplement parce qu'on leur inculque et on leur fait croire qu'elles l'ont. Je vais parler de mon expérience. J'arrive dans la tech en 2019, donc à la suite d'une reconversion. Et donc, vous l'aurez compris, je suis en charge de la communication en fait, des équipes tech. À cette époque-là, je travaille chez We Love Dev. Donc, c'est un média et un job board en même temps. Et l'idée de mon travail, quand Marine du coup, a introduit qui je suis sur le content strategist, c'est exactement ça, c'est de piloter et consolider tout plein de contenus qui vont ramener à la fois une audience recruteur et développeuse. Pardon. Ah, tu vois, non mais l'habitus, c'est terrible. Et donc il y a plusieurs fois quand je suis dans la tech et que j'arrive dans ce milieu-là que je connaissais un peu d'avant parce que je voulais coder aussi plus jeune et puis on m'a dit que c'était pas, bref, l'histoire classique. Et en fait je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment cette histoire du syndrome de l'imposteur qui sortait tout le temps, mais vraiment systématiquement. Et je me suis dit mais alors soit c'est un fait social. Et du coup, ce serait intéressant de voir d'où ça sort. Et en fait, je me suis rendu compte que progressivement, chaque femme bénéficiait d'un diagnostic gratuit de la part des hommes sur le fait qu'elle serait du coup malheureusement atteinte de ce syndrome de l'impostrice. Et à force d'observation, ce qui pourrait être biaisé quelque part, mais finalement ta conférence le démontre, et il y en a plein de conférences sur le syndrome de l'imposteur et de l'impostrice qui démontrent qu'en fait on a aussi ces composants qui font qu'on fait croire aux femmes que c'est le cas. Je me suis tout simplement aperçue que c'était aussi un moyen de tirer les femmes vers le bas et de leur faire croire qu'elles ne sont pas en pleine possession de leurs moyens. Voire pire, c'est un moyen de justifier le manque d'action pour créer l'inclusion pour les femmes dans la tech. Et ça au regard de toutes leurs intersections. Donc j'ai envie de dire, vous pouvez tout à fait avoir le syndrome de l'imposteur et de l'impostrice, mais posez-vous la question de si c'est vous-même qui l'avez ou si c'est pas votre environnement qui le nourrit. Et ça, c'est très important de prendre ça en compte. Et tu vois, tu le disais, tu as eu la chance d'avoir du coup une autre femme avec toi dans ton équipe. Et mine de rien, rien que ça, c'est un vrai facteur de soutien en fait.
Et donc, je pense que plus on est nombreuses dans la tech, et ben, moins il y aura le syndrome de l'impostrice et son diagnostic gratuit, comme je vous le disais, fourni gentiment par les collègues. Oui, c'est un sujet que j'affectionne, donc j'ai effectivement une conférence sur le sujet. Et ce que je dis quand j'ai le droit de parler librement, c'est en fait les femmes n'ont pas plus le syndrome de l'imposteur que les hommes. Déjà, toutes les études disent que c'est équitablement réparti et que c'est 70% de la population, donc on va se calmer tout de suite, c'est pas un truc de nana, c'est pas dans notre tête. Par contre, ce qu'on a, c'est des gatekeepers et des machos sur notre parcours. Et donc, forcément, ça n'aide pas à se sentir à sa place quand personne te ressemble et que personne ne t'accueille et qu'on te répète tout le temps que t'es pas assez technique, que t'es pas assez bien, que t'es pas assez ici. On finit peut-être par l'intégrer, étonnamment. C'est bizarre. Du coup, ça me fait rebondir aussi sur cette espèce d'inversion de la responsabilité où en fait, toute la journée, on nous tape dessus et après on nous dit « Mais c'est bizarre, vous n'avez pas confiance en vous, les femmes. Mais quelles sont les solutions pour avoir plus de femmes dans la tech ?» Ça, c'est vraiment un truc, je pense que ça t'est beaucoup arrivé aussi, Magali. Quelles sont les solutions ? Dis-moi la solution, puisque toi, tu es une femme. Alors, la solution, c'est d'arrêter de nous dire qu'on n'a pas notre place là, déjà. Alors bien sûr, c'est subtil, enfin c'est subtil, non, pas tout à fait, mais en tout cas, c'est pas en général, on nous pointe pas du doigt en nous disant oh la mégère, casse-toi. Mais par contre, clairement, tout est fait pour nous dire qu'on n'a pas trop notre place. On voit passer des débats sur est-ce que les femmes sont techniques ou pas. Ok. Dès qu'on demande à être un peu incluse dans les communication du genre avec un petit peu d'écriture inclusive. Alors attention, je ne parle pas forcément du sacro-saint point médian, juste de dire par exemple bonjour les développeurs et les développeuses quand on s'adresse à un public. Rien que ça, déjà, on se prend une vague de harcèlement dans la tronche en mode espèce de féminazie, retourne dans ta grotte. Alors que en fait, moi désolée, quand on me dit bonjour les développeurs, je suis pas dedans en fait. Je suis pas dans le groupe, c'est pas à moi qu'on s'adresse, limite je lis pas le message quoi. Notez bien les recruteurs et recruteuses. Ah on ne lit pas les messages au masculin. Ah moi je lis pas les messages sur LinkedIn. À chaque fois que je reçois un message genré au masculin, je ne le lis pas. Et des fois je réponds très sèchement en mode mais genré votre prospect c'est pas une super idée en fait. Mais d'autant plus que j'ai mis mes pronoms dans LinkedIn. Enfin je veux dire il y a aucune raison de me genrer au masculin dans LinkedIn. Et donc, il y a plein de micro, macro, méga agressions qu'on subit dans la tech constamment. Et en plus, après, on vient nous dire « Mais pourquoi vous n'êtes pas plus présente ? Pourquoi vous ne prenez pas la parole en public ? Pourquoi vous ne faites pas des conférences techniques ?» Alors moi, je suis désolée, à chaque fois qu'une meuf fait un thread Twitter sur un sujet technique, enfin, une fois sur deux, elle se prend un harcèlement parce qu'un gros compte est venu lui dire qu'elle disait des conneries ou qu'elle avait mal exprimé un truc ou vient tatillonner et du coup elle se prend 40 barbus qui débarquent en mode non mais je sais mieux que toi. Je veux dire, désolée mais non quoi. Alors que par contre, mais vraiment, désolée, on m'a dit de pas me censurer donc je me censure pas, tant pis. Allez, tant pis pour les barbus. Décidément aujourd'hui. Désolée, il fallait pas être au premier rang. Non mais bon, alors je vais le dire, noto le barbu, hein. Attention. Mais en fait, par contre, les hommes qui font des threads techniques qui sont hyper approximatifs, il y en a tout le temps. Et même des mecs qui sont hauts dans la tech, hein, pas juste des débutants, il y en a tout le temps. Et au mieux, il y a un mec qui débarque en disant attention, par contre, des fois, on peut dire les choses comme ça, blablabla. Et c'est pas du tout la même façon de recevoir les choses. Du coup, après, quand on nous dit venez faire des confs techniques, arrêtez de parler juste de vos sujets sociaux, j'ai un côté non, moi je veux parler de mes sujets sociaux. Parce qu'au moins, quand je me prends un harcèlement, j'ai l'impression d'avoir fait bouger les choses, quoi. Parce que par contre, si je fais une conf technique et que je me prends un harcèlement, j'ai juste l'impression qu'on me fait du mansplaining, pardon. Et donc, ça m'intéresse pas, en fait. Donc, c'est vrai que par rapport à ça, comment on peut se sentir bien dans la tech en étant une femme ? Je veux dire, désolée. La question est posée, on vous laissera méditer dessus. Emmanuel, tu veux rebondir ? Oui, je voudrais rebondir sur un point. Pendant toute ma scolarité,
j'étais tout le temps en premier rang, voire deuxième rang, et j'étais là tout le temps en train de me poser des questions aux profs. Et chose que les entendants ne faisaient jamais, parce qu'ils n'osaient jamais poser des questions, donc c'était toujours moi. Et derrière, on me disait, ouais, je suis content d'avoir tu aies posé la question, moi je n'osais pas. Mais pourquoi tu y vas pas? Je dis, j'ai peur qu'on me prenne pour un rond, tu sais rien et tout ça. Bon, j'ai toujours posé des questions. Et quand j'ai débuté en tant que développeuse, j'ai continué bien évidemment à poser des questions pour en savoir plus. Et il y a eu des moments où je posais des questions, par exemple, sur la gestion de dépendance, une nouvelle technologie qui venait d'arriver, et moi, je n'arrivais pas à comprendre le concept, mais les documentations, même si on se renseigne de notre côté. Alors, j'ai demandé à mes collègues qui me regardaient d'un air qui me dissuadait, enfin, qui me faisait sentir stupide, idiote, genre, ouais, tu sais rien, en fait, tu ne mérites pas ta place. Mais derrière, je suis sûre qu'ils se posaient des questions et en fait, ils ne voulaient pas me dire qu'ils ne savaient pas. Parce qu'en fait, dans notre métier, on a le dégoût de dire « je ne sais pas ». Et on n'ose pas poser des questions de peur de se prendre pour un qui ne sait rien. Mais en fait, on a le droit de ne pas savoir, on a le droit de ne pas tout savoir, on n'est pas obligé de tout savoir d'ailleurs. Et à partir de ça, j'ai arrêté pendant un temps d'arrêter des questions parce que je ne voulais pas qu'on me regarde de cette manière-là. Et ça m'a porté préjudice parce que on me disait « mais tu ne poses plus de questions ». Oui, si vous arrêtez de me prendre pour un qui ne suis pas, je veux bien continuer à poser des questions. Maintenant, aujourd'hui, avec du recul et la maturité, je continuerai à poser des questions parce que c'est ce qu'il faut et peu importe les regards qu'on me jette. Ouais, c'est super intéressant. Je pense qu'on se reconnaît un peu toutes dans cette expérience-là d'être prise de haut. Et c'est vrai qu'on se rend compte aussi que beaucoup, juste le fait d'exister ou de poser des questions, ce que tout le monde fait, peut mener à un harcèlement totalement gratuit et non justifié. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu récemment cette femme égyptologue qui était très fière de montrer juste qu'elle avait eu son diplôme après de longues années d'études et qui s'est pris une vague de harcèlement avec des milliers de commentaires haineux parce que juste elle existait en fait. Elle n'avait rien fait, elle avait juste dit « haha, j'ai mon diplôme ». Non, interdit. Tu es une femme, tu n'as pas le droit d'être heureuse, d'avoir accompli quelque chose de ta vie. De toute façon, ce que tu fais ne sert à rien. Donc après, dans ces conditions, c'est vrai que c'est pas facile pour une femme de se dire bah oui, bien sûr, je vais aller participer à ce podcast, à cette conférence, m'exposer pour avoir toute la bienveillance des gens en face. Bien sûr, quelle bonne idée. Surtout, même quand on est légitime et que les questions sont tout à fait normales, c'est le risque qu'on prend. Du coup, sur tous ces aspects-là, je ne sais pas du tout, toi Gaëlle, est-ce que c'est quelque chose que tu ressens déjà dans tes études, le fait d'être questionné, tu l'as dit tout à l'heure, on ne te croit pas capable des choses, mais est-ce qu'il y a quand même d'autres personnes qui prennent un petit peu la part de travail quand vous êtes en groupe? Est-ce que tu peux poser des questions? Est-ce que tu ressens quand même une différence de traitement au niveau des profs ou même de tes camarades de classe en fait? Ah oui, très clairement. je suis désolé, mais oui, je la ressens absolument, cette différence de traitement, et c'est pas évident. C'est vrai que moi, un truc dont je me suis rendu compte, c'est que, moi en général, je suis pas quelqu'un qui a tendance à poser des questions pour une simple et bonne question qu'on m'a éduquée depuis toute petite à ne pas déranger, à rester discrète et à faire les choses de moi-même. Déjà en tant que personne autiste, parce que c'est quelque chose d'encombrant et il faut pas que ça se voit. Mais en plus de ça, en tant que femme, et dans ce sens-là, étant donné mon vécu, du coup. Mais donc ces deux choses se sont superposées à un tel point que j'ai peur de me faire remarquer, j'ai peur de poser une question, j'ai peur de ne pas comprendre. Et du coup, je suis toujours le genre de personne qui, quand elle ne comprend pas quelque chose, ou quand elle a des doutes, ou quand il y a ceci ou cela, elle essaie de trouver la solution d'elle-même. Ça a été quelque chose qui m'a parfois apporté, qui a parfois été positif dans mon expérience, mais il y a des moments où on est coincé. Il y a des moments où on est coincé, on a vraiment besoin d'aide de la part des autres.
Et dans ce genre de moment-là, je me sens lésé, je me sens un peu abandonné, mais et puis voilà quoi, c'est compliqué. Ouais, c'est pareil. Beaucoup d'écho là-dessus. Et on se rend bien compte en fait que tout ça, ça freine notre apprentissage et notre carrière, juste parce qu'en fait, on n'a pas le droit à la même marge de manœuvre que les garçons qui ont le droit de faire des erreurs, de tester des trucs, de casser la prod, et c'est pas grave, c'est normal, c'est l'apprentissage. Et c'est vrai que tu te sens concerné par le cassage de prod, Kevin. Je t'ai vu. Normalement, on est tous censés l'avoir fait un moment. Non, mais je rigole, mais c'est vrai que ça nous fait perdre du temps, perdre de l'énergie. Et après, c'est un petit peu normal qu'on soit à la traîne par rapport aux hommes, mais aussi dans nos avancements. Parce que beaucoup de travail fait par les femmes, en fait, n'est pas vu, n'est pas reconnu, parce qu'on ne se rend pas compte de ce que ça nous coûte d'arriver à ce niveau-là, et à quel point on doit toujours prouver les choses et faire 2 fois le travail des hommes, en fait. Et ça m'amène à un sujet que j'avais envie d'aborder. C'est que quand on ose dire que ça va pas et que peut-être ce serait cool d'être traité comme les autres, on nous dit « Oh là là, mais qu'est-ce que t'es énervé ?» Et donc on appelle ça le tone policing. C'est de dire je veux bien écouter ton message, mais uniquement si tu es absolument neutre, dépassionné et que tu dis les mots que j'ai envie d'entendre et que tu ne me froisses surtout pas mon petit ego fragile. Et ça, c'est vraiment, vraiment frustrant parce que déjà d'une, on a le droit d'être en colère. On a toutes les bonnes raisons d'être en colère. Et de deux, on peut très bien être... ça s'appelle une fallacie. Hein. On a le droit d'être en colère et ça ne nous empêche pas pour autant de se dire quelque chose de rationnel. C'est 2 choses différentes. Et donc, en plus, ça nous énerve encore plus. Voilà. Je vous le dis, hein, parce que si vous dites « Voilà, calme-toi, t'as tes règles ou quoi ?» on a encore plus envie de vous encastrer contre un mur. Donc, ce n'est pas productif pour une démarche de communication non violente, bienveillante, de développement personnel. Voilà. Donc, merci. Le tone policing, c'est quelque chose que tu connais bien, surtout sur les réseaux sociaux. Oui, j'adore ça. Je suis agitatrice de tone policing dans tous les sens du terme. Mais en fait, c'est le truc aussi, c'est que je sais pas mentir et je sais pas être hypocrite. Donc, fatalement, déjà, c'est compliqué. Voilà, ce qui fait que je suis toujours en ligne de front face à des personnes qui ne supportent pas la manière dont certaines réalités sont exposées et la façon dont je vais le faire. Le tone policing, c'est exactement ce que tu as dit, et en fait, c'est c'est une des appellations qui a trouvé une émergence aux États-Unis au moment des protestations woke. Et quand je dis woke, je parle de Martin Luther King, parce que ce terme vient de là. Bonjour. Et en fait, on ne voulait pas entendre que les messages de ségrégation étaient importants. Et du coup, la façon de détourner ça, c'était de dire exactement ce que tu expliquais. Le ton n'était pas convenable, la façon de l'exprimer ne convenait pas, le vocabulaire employé, etc. Donc tout ça, ce sont des stratégies, évidemment. Et on se retrouve aussi avec du coup, des phénomènes analogues, passés ou présents, qui du coup existent. Les suffragettes en ont fait l'expérience triste dans les luttes féministes. Et aujourd'hui, on se retrouve avec ça sur les réseaux sociaux. C'est trop bien. Non, je rigole. C'est nul. Mais c'est pas grave. En fait, je pense qu'il y a ce truc-là où il faut pas hésiter à dire les vérités pour ce qu'elles sont. Et le plafond de verre, en fait, on n'arrête pas d'en parler, mais il faut aussi comprendre que c'est une des stratégies employées par les personnes qui vont systématiquement à l'encontre de toutes les progressions que les femmes font pour, du coup, asseoir cette stratégie de gatekeeping. J'ai l'impression de balancer des keywords depuis tout à l'heure. Je me dis, mais je fais que des mots-clés. Vous ferez vos recherches plus tard. Exactement. Mais oui, finalement, c'est ça. C'est des gardiens d'entrée dans des stratégies de communication. Et voilà, donc ça traîne tout le monde vers le bas, plus que ça aide les femmes et la diversité en général à péter ce fameux plafond de verre. Parce que dès qu'on s'en rapproche, de toute façon, c'est plus facile de nous entraîner en bas, quoi. Ouais, carrément. D'ailleurs, on rappelle que les suffragettes, c'est bien connu, c'est parce qu'elles ont demandé gentiment et introduit le jiu-jitsu en Europe, qu'elles ont réussi à coups de bombe à nous avoir le droit de vote. Mais c'est vrai qu'on nous dit tout le temps « Oh là là, les féministes, vous êtes trop énervés à notre époque, on peut plus rien dire ».
Mais si vous voulez qu'on revienne aux bombes, il n'y a pas de souci, c'est possible aussi. Si nous, on est énervés, mais je ne sais pas comment vous auriez survécu il y a un siècle. Hein. Donc, c'est vrai que c'est particulièrement agaçant parce que tout ce qu'on dit, c'est « Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, ne pas m'écraser la tête quand tu t'essuies les pieds ?» Voilà, c'est gentil. Donc, on demande le minimum et on se fait quand même traiter d'extrémiste. Donc, c'est assez rigolo. Habituée des shitstorms Twitter, voilà, pour juste dire ce qu'elle pense. C'est ce qui est interdit quand on est une femme. C'est ce qui m'arrive aussi en conférence. Hein. C'est-à-dire que quand je vais en conférence, il faut savoir qu'il y a des outils de notation qui existent. Alors en général, je me ramasse des méandres de méchanceté dans ces applications-là. Faut survivre hein, mentalement. C'est-à-dire qu'à force d'être confronté constamment au harcèlement et à la façon dont, sans surprise, les hommes, hélas, nous parlent, faut faire gaffe à sa santé mentale quand même quand on est une femme dans la tech, clairement, et quand on s'expose. Parce que moi, je prends le pari de m'exposer, et en fait, j'en ai rien à péter de m'exposer, c'est pas grave. Mais en effet, il y a ce truc-là, et c'est souvent, d'ailleurs, l'un des reproches qu'on me fait le plus souvent quand j'aborde la social tech et la façon dont on peut vraiment diriger de l'inclusion, c'est que mon sujet n'est pas assez tech. Voilà. Donc ça, mais ravi que ça vous intéresse aujourd'hui. Hein. Emmanuel, tu voulais rebondir du coup ? Oui, je voudrais rebondir. En plus de ça, il y a aussi des vraies situations de sexisme et de discrimination. Il faut pas oublier. C'est la réalité. Dans ma carrière, il y avait un manager qui a dit il voulait nous trouver des missions pour chacun d'entre nous, des missions externes. Et j'ai prévenu mon manager. Et pour moi, ça va être compliqué de me trouver une mission ou en tout cas prendre plus de temps. Et il me croyait pas. Il me dit, mais avec un CV comme le tien, tu vas trouver de très bonnes missions et rapidement. Et il a très vite déchanté parce qu'il a trouvé très vite des missions pour Miolet, mais pas pour moi. Parce que dès qu'il a annoncé pour ma surdité, non seulement, oui, c'est une développeuse, mais aussi elle est sourde. On dit, ah, maintenant, ça va pas le faire. Enfin, au final, il se faisait raccrocher au nez. Et mon manager, on ne prenait pas. Il me dit, mais avec un peu d'aménagement de poste, tu peux très bien faire ton travail. J'ai beau leur dire, tu parles bien, tu travailles très bien, tu es développeuse comme les autres, enfin, tu fais du bon taf. Mais tout ça, derrière, il y a une vraie enjeu, un problème de discrimination. Et c'est réel, soit de tous les secteurs, et non pas uniquement dans la tech. Et en plus, on est une femme. Ouais, carrément. Alors, est-ce que je peux faire un petit rappel légal très rapide? Alors rapide, parce qu'il nous reste 3 minutes. Ok, non mais au regard de l'article L-1132-1 du Code du travail, il y a 25 critères de discrimination qui sont identifiés. Et si vous êtes en charge du recrutement ou de hiring management, vraiment faites l'effort de vous intéresser à ça parce que, en effet, on se prive de beaucoup de talents féminins au vu de ces intersections-là. Est-ce que tu voulais rebondir ? Je voulais rebondir sur ce qu'avait dit Marcy, pas là maintenant, mais encore avant. Moi, un truc que j'ai remarqué, que ce soit en travaux de groupe, mais aussi en travaux personnels, c'est que en fait, disons qu'au départ, on me demande de m'effacer en tant que femme parce que je parle trop fort, parce que je suis trop direct, parce que etc. Et petit à petit, je me calme parce que j'ai l'impression qu'on va jamais m'entendre. Plus je deviens de plus en plus discrète, puis je m'efface de plus en plus, jusqu'à un point où en fait je ne parle plus. Et au final, c'est exactement ça. Je suis silencieux. Et franchement, c'est dur, hein, mais je me rends compte qu'en fait, c'est plus une stratégie qu'autre chose pour qu'on me laisse pas parler. Exactement. Moi, je voulais juste faire un truc, c'est qui a déjà eu un collègue masculin qui s'est mis à crier pendant le travail, qui s'est énervé, qui a été agressif, qui a tapé dans un mur, sur un clavier, sur une table. Ok. Et une femme ? Non, mais bien sûr qu'il y en a. Non, mais la proportion n'est pas la même. La question n'est pas qu'il n'y en ait pas. La question est, on voit la différence de proportion. Et après, on nous dit que c'est nous, les créatures émotives. Voilà. Très drôle. Pour conclure, parce que malheureusement, on arrive sur la fin, on pourrait parler des heures, et clairement, on ne peut pas résumer des vécus aussi divers que les nôtres en 50 minutes, c'est pas possible. Mais je pense que ça a été quand même assez un bon panel de bienvenue dans nos vies.
Je pense que c'est quand même vachement intéressant de conclure de tout ça que la méritocratie, ça n'existe pas en fait. Hein. Il va falloir qu'on soit tous collectivement bien conscients de ça à un moment. Parce que si on nous met des bâtons dans les roues tout le temps, qu'on nous dit oui, tu as raison, mais moins fort, s'il te plaît, parce que sinon je n'écoute pas ton message juste parce qu'il n'est pas enrobé comme je veux, ou alors non, on va pas t'écouter, mais par contre, quand ton collègue va répéter la même idée, on va trouver ça génial. Et du coup, comme ça, à la fin, on pourra dire ah bah c'est nous qui avons fait le travail, c'est merveilleux. Ou alors on va te dire bah prends les notes, puisque tu es la seule femme du groupe, et du coup, fais ce travail de glu, comme on dit, qui n'est absolument pas valorisable dans ton entretien annuel. Voilà. Et puis, dans la tech, on s'en fout des titres, hein, sauf si c'est les femmes. Voilà. Donc, c'est important. De l'important, c'est ton travail. Mais comme tu ne seras jamais lead dev, bah, du coup, tu n'auras jamais accès au même poste et au même salaire que tes collègues. Donc, tout ça, en fait, mis bout à bout, on voit bien que quelqu'un de très compétent, comme Emmanuel, avec son CV brillant et dont le manager est très content de son travail, ne peut pas avoir de mission juste à cause de qui elle est. En fait, c'est le frein d'entrée, c'est-à-dire qu'on voit la couverture du livre, on décide qu'on ne l'ouvrira pas. Même si on te dit, c'est le livre de référence. Donc la méritocratie, ça ne peut pas exister, parce qu'en fait, on a déjà tous les biais avec lesquels on est tous... on est tous dedans, hein. On a tous des biais racistes, sexistes, etc., qu'on soit femme, homme et non-binaire. On est tous dans cette société-là, donc ça prend du temps de les identifier et d'essayer de faire mieux. Mais à partir de là, en fait, on ne peut pas être sur un pied d'égalité, peu importe ses compétences. Et en plus, c'est plus dur pour nous d'acquérir ces mêmes compétences. Donc, je pense que si vous devez retenir un truc, c'est lâchez-nous la grappe, aidez-nous. On a envie d'être là, sinon on ne se prendrait pas tous ces torrents de boue dans la tête au quotidien. Donc, c'est qu'on mérite d'être là, en fait, tout simplement, puisqu'on a fait l'effort de survivre à tout ça. Voilà. Et merci beaucoup pour votre attention. Et si vous avez des questions...